Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin, la matinale que vous propose Bénin TV tous les jours entre 8h, 7h, 9h, 6h, 8h temps universel. Nous sommes aujourd'hui lundi 24 mars et à la une de 5 sur 7 matin de ce lundi, une préoccupation. Bani Kouara, la ville serait-elle en train de se fragiliser du fait des incursions répétées de groupes terroristes? Loin d'une rhétorique du chaos, ce sont des inquiétudes mises en évidence dans le rapport du Timbuktu Institute. C'est un think tank, un centre de recherche africain pour la paix basé à Dakar au Sénégal, intitulé « Éviter une crise sécuritaire à Bani Kouara ». Le document élaboré à partir d'une enquête de terrain début mars met en lumière les réalités de cette région proche du Burkina Faso. Dans 5 sur 7 matin de ce lundi, nous allons interroger ceux-là même qui de jour comme de nuit nous permettent de dormir sur nos deux oreilles, qui n'entendent céder aucun centimètre carré du territoire à l'ennemi. Nous serons avec l'armée pour comprendre ce qui se passe dans cette région de notre pays et pourquoi pas éventuellement contrebalancer les écrits de ce document du Timbuktu Institute. Et loin du front terroriste, le cercle des anciens se mobilise. C'est l'heure du rassemblement pour les anciens présidents de la République et d'institutions. Ces dernières semaines, ils ont connu un regain d'activité, de conciliabule. L'idée de formaliser un cadre de concertation commence même pas à germer. À quelle fin? La question sera posée à mes francs-parleurs de ce lundi. L'interactualité s'invite également dans nos discussions avec la présidentielle en Côte d'Ivoire qui approche à grands pas et la météo politique est davantage agitée. Pas de Laurent Gbagbo ni de Charles Blé Goudé, encore moins de Guillaume Soro sur la liste électorale. De fait, ils sont hors course. Le président du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam, lui reçoit déjà les premiers coups. On vous fait un point sur la situation sur les bords de la lagune ébriée. Et puis le Niger, le Burkina Faso et le Mali se retirent de l'Organisation internationale de la francophonie. Certes, du point de vue procédural, cela sera acté dans 6 mois. Après cette réunion dans l'Alliance des États du Sahel, quitter la CEDEAO, les 3 pays claquent la porte d'une autre organisation en 6 intérêts. 5 sur 7 matin, vous savez désormais tout de suite et maintenant le premier grand format de l'actualité sur Bénin TV. C'est avec Marcel Arossi, le bulletin d'information. Bonjour et bienvenue donc à ce premier grand format de l'actualité sur Bénin Télévision. Nous démarrons ce journal par la musique classique avec des Russes. Des successeurs du célèbre compositeur russe Piotr Lich ont enflammé le centre culturel chinois de leur performance, un concert organisé par l'ambassadeur russe au Bénin en prélude à la commémoration des mai prochains des 80 ans de la victoire de l'armée russe pour mettre fin aux affres de la Seconde Guerre mondiale. Les échos avec Benjamin Delagnon et Patrick Jossou. Et la chanson folklorique russe « Oh ma petite chérie ». Oui, une chanson folklorique russe, exécutée avec une voix olympienne et himalayenne de baryton. Bienvenue au concert classique russe organisé au Centre culturel chinois. Ce qui démontre la vivacité et la viabilité des relations sino-russes. Cet exemple de la coopération fructueuse russe-chinoise correspond parfaitement bien à la décision des présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping de déclarer les années 2024 et 2025 années de la culture Russie et de Chine. Le concert d'aujourd'hui est organisé à l'occasion du 80e anniversaire de grande victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, qui sera célébré en Russie 9 mai 2025. Des différents tableaux, certains semblent avoir plus capturé le public présent. Les œuvres qui ont été le plus bien accueillies par le public, ce sont les chansons folkloriques russes, parce qu'ils ont été très émotionnants, très positifs, et ils portent en eux la culture russe, les traditions de notre peuple. Ça a beaucoup été aimé par le public béninois. Les mélopées mélodiques et mélodieuses du violoniste Daniela Alexiv. Les voluptés harmoniques et harmonieuses du pianiste Alexander
Matianov. Et les envolées vocales et orales du baryton qu'est Maxime Morozov. Vivement le mois de mai pour mettre un cachet spécial sur les 80 ans. Le Bénin pourra bientôt compter d'aussi grands performeurs grâce aux classes culturelles et sportives lancées il y a quelques années. 3 collèges d'enseignement général de Cotonou ont connu la visite de Jonas Rantan. Le ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport est allé constater le fonctionnement et l'évolution des classes culturelles et sportives. Voici les images. Et ça se passe bien, les enfants aiment beaucoup les classes culturelles. Les classes culturelles et sportives sont devenues une réalité au Bénin en 2018, suite à l'adoption en Conseil des ministres des décrets qui les instituent. 7 ans après, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Je faisais les dessins auparavant, mais ce n'était pas aussi réaliste que ça. Mais grâce aux classes culturelles, j'ai su développer mes talents et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Ce portrait, quand je voulais le faire, je doutais un peu, mais en réalité, quand j'ai fini, j'ai vu que oui, ça ressort l'image du chef de l'État. Mais ça m'a pris 1h30, 2h, comme ça. Ces classes culturelles que le gouvernement a bien voulu mettre à la disposition des apprenantes et apprenants, c'est pour que les talents puissent être révélés, entretenus, soutenus, pour révéler davantage le Bénin. De façon progressive, le Bénin constitue son vivier de talents pour alimenter au final les académies culturelles et sportives ainsi que le monde professionnel. Au collège d'enseignement général de Gbégamé, de Sainte-Rita et de Segbeya, les apprenants répartis dans différentes disciplines émerveillent la délégation du ministre conseiller. Je suis sidéré. Je crois que ceci fait partie des moments de bonheur qui me rendent fier d'avoir eu la chance d'être nommé préfet du département du littoral. Merci beaucoup. C'est une chance pour nous d'être parmi ces élus-là qui ont pu recevoir la visite de la délégation du ministre conseiller. Je crois que cela va reconforter nos apprenants qui pensent que ce sont des activités anodines qu'ils mènent. Notre ambition pour les années à venir, c'est que les meilleurs, surtout à cause de notre effectif, sortent réellement du sujet Segbeya. Dans chaque collège visité, Jonas Rantan sensibilise les autres collégiens à rejoindre ce projet futuriste, novateur et inclusif, ouvert à tous les jeunes garçons et filles de la 6e en terminale. Pendant ce temps, un groupe du Collège des ministres conseillers est allé célébrer la journée mondiale de l'eau dans le département des Collines. Une visite du barrage donc d'Aïe-Djoko dans la commune de Savet. L'infrastructure est réalisée dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazoumé, Glazoué et environ sur les traces Alexis Kenom, Amadina Niambosso. Situé dans la commune de Savet, sur le fleuve Ouémé, le barrage d'Aïe-Djoko affiche une capacité impressionnante de 2 millions de mètres cubes. Ce barrage est la réponse complémentaire au déficit en eau potable de Savet, d'Assazoumé, Glazoué et environ. Il y a des pompes de capacité 750 mètres cubes heure qui refoulent l'eau soit vers le barrage, soit vers la station de pompage qui est juste à côté, à 140 mètres d'ici. La station de pompage SPD a une capacité de 1500 mètres cubes heure et c'est à partir de cette station de pompage que des conduites ont été posées pour refouler l'eau vers la station de traitement de Gobé. Au niveau de la station de traitement de Gobé, tout le traitement se fait à ce niveau. Il y a l'eau brute qui rentre et qui sort par de l'eau traitée. En matière d'investissement au Bénin aujourd'hui, j'estime à mon humble avis qu'il n'y a pas l'équivalent de ce que vous voyez là sur toute l'étendue du territoire. Je ne suis pas technicien en la matière, mais je suis certain que nous avons de l'eau sur 50 ans au moins. Ne pas souffrir d'eau pendant 50 ans, vous vous imaginez ce que c'est?
Garantir un accès universel à l'eau potable au Bénin est une priorité du gouvernement. Profitant de la Journée mondiale de l'eau, le Collège des ministres conseillers a effectué une visite sur le site du barrage afin de constater son impact sur les populations. Nous sommes venus beaucoup plus célébrer un homme de défi, le président Patrice Talon. Nous sommes sur un site où on peut dire globalement l'impossible n'est pas talent. Et c'est le lieu de féliciter le président et tout son gouvernement à travers cette réalisation qui permet aujourd'hui de donner l'eau aux populations des collines. Et nous avons vu avec émotion le miracle. De 1960 à 2016, c'est-à-dire en 56 ans, il n'y avait que 373 villages qui avaient de l'eau potable. En 8 ans, ce chiffre est passé à 800 villages. Et ces 800 ont été réalisés entre 2021 et 2023. Selon les perspectives annoncées, sous peu, nous aurons encore un taux qui va avoisiner les 95% sous quelques mois. Donc, il faudrait que nous commencions par envisager la continuité dans cette dynamique du développement. Dans les collines, les files d'attente au puits et les corvées d'eau interminables appartiennent désormais au passé. Grâce au barrage d'Ayedjoko, les habitants peuvent envisager un quotidien plus serein avec un accès stable et durable à une ressource essentielle. Et à la fin de cette visite, quelques ministres conseillers donnent leurs impressions au micro de nos reporters. Nous sommes dans les collines pour constater la solution apportée par le gouvernement de la rupture sous le leadership du président Patrice Talon à cet épineux et récurrent problème d'eau potable dans cette région. Ces 3 communes avaient été convaincues qu'elles étaient dans un espace de fatalité, qu'il était impensable d'avoir de l'eau. Aujourd'hui, grâce à la vision du président Patrice Talon, ce défi a été relevé. Cela fait bientôt 50 ans qu'on m'a mis au monde. C'est la première fois, au cours de mon mandat de chef d'arrondissement, qu'il y a eu un grand château d'eau qui est construit au sein de cet arrondissement. Dans la commune de Kandi également, il y a des châteaux qui sont en train d'être érigés. Je suis actuellement dans les tournées d'étapes dans les régions agricoles de notre pays, où partout où je suis passé, nous avons constaté qu'il y a des châteaux d'eau qui sont en train d'être érigés. Actuellement, il y a des canalisations qui sont en train d'être construites. Quand vous prenez le corridor de Cotonou jusqu'à Malanville, si vous savez voir aux abords de la route nationale inter-État, vous allez voir que le Bénin est complètement câblé par rapport au réseau d'eau. La volonté du président Patrice Talon est à l'origine de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il le fait en quantité et il le fait en qualité. Et c'est pour ça qu'il a recours à des experts internationaux, des experts nationaux. Et ce que nous avons vu aujourd'hui ici témoigne de l'ambition qu'il nourrit pour notre pays. Donc, les impressions de ces ministres conseillers après la visite de Savet. La modernisation des infrastructures énergétiques et hydrauliques est au cœur des préoccupations du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Kaindé Akponan. Évalue donc l'avancement des projets stratégiques du programme d'action du gouvernement dans son secteur. Il a effectué à cet effet une tournée d'inspection dans le département de l'Atlantique avec à ses côtés Igor Ayosso et Ulvaïs Balogun. Une visite de terrain au plus près des chantiers et des populations. Paulin Akponan, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, enfile ses baskets et va au contact des chantiers dans le département de l'Atlantique. Sur le site du projet d'alimentation en eau potable des infrastructures touristiques de Ouida et Avlekété, les travaux avancent à grands pas. Constat fait de l'état d'avancement des installations, comme c'est le cas ici, à la sous-station Gakwe. Visite des bâtiments et des installations du site. Tout est mis en œuvre pour favoriser le contrôle et le relayage de l'énergie électrique.
Depuis sa mise en service, la tension d'alimentation de Ouida et ses environs s'est nettement améliorée et dans les limites admissibles. Au cœur de cette dynamique, les populations dont les peines sont soulagées grâce à cette installation électrique. Fruit des réalisations du programme d'action du gouvernement 2 pour le secteur énergétique, ces chantiers qui avancent témoignent des engagements réaffirmés du gouvernement. Ce que nous avons tous vu, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou de l'eau, est encourageant. Ce que nous avons vu est encourageant dans ce sens que le problème de disponibilité de l'énergie se confirme, le problème de renforcement des capacités de ce qui existe en réserve d'eau se confirme. Mais je note que nous continuons d'avoir des problèmes au niveau de la distribution, tant de l'eau que de l'énergie. Donc il faut que les travaux qui sont en cours prennent en compte cet aspect. Avec les investissements énormes engagés par le gouvernement du président Patrice Talon, il est important que nos populations ressentent ça. C'est très important. Le cap est donc maintenu pour le suivi des projets en cours dans le secteur de l'eau et de l'énergie au Bénin. Et découvrons à présent cette avancée majeure pour les maraîchers de Koudengou dans la région de Natitengou. L'accès à l'eau, longtemps resté un défi, n'est plus un frein à leur activité aujourd'hui. Grâce à un forage équipé d'un système solaire, l'irrigation devient permanente, ouvrant ainsi la voie à une agriculture plus stable et plus rentable. Si la terre a toujours été généreuse ici à Koudengou, dans la commune de Natitengou, l'eau, quant à elle, a longtemps manqué. Pour cultiver, les femmes du village devaient compter sur une modeste source qui, à chaque saison sèche, disparaissait comme une promesse non tenue. Trop souvent, leurs espoirs de récolte abondante s'évanouissaient avec elle. Nous faisions avant le riz sur des petites superficies. On se contentait seulement des sites où il y avait de l'eau parce que le bas-fond n'était pas aménagé. On n'arrivait pas à exploiter tout le site. Aujourd'hui, avec l'aménagement qu'on vient d'avoir, nous sommes sur le point d'exploiter réellement les 100 hectares de bas-fond qui sont aménagés. Ça va vraiment accroître notre production et améliorer nos revenus et nous permettra également de scolariser nos enfants. Un souffle nouveau traverse désormais ces terres agricoles. Un forage moderne, équipé d'un système solaire, garantit un approvisionnement continu en eau. Fini les périodes d'incertitude, place à une production régulière et à une autonomie renforcée pour ces femmes qui nourrissent des familles entières. Pour ce qui concerne le maraîchage, nous n'arrivons vraiment pas avant à faire de grandes superficies et aussi ne produisons pas assez longtemps. Mais aujourd'hui, avec ce site que nous avons, nos cultures seront sécurisées et le site serait totalement exploité avec une disponibilité permanente de l'eau. Ce changement n'est pas un hasard. Il est le fruit d'un engagement concret du FNDA et de la coopération suisse qui ont investi dans cette solution durable. Une impulsion pour l'avenir. Partout sur toute l'étendue du territoire, il y a beaucoup d'autres projets. Et vous allez voir, quand on va commencer aussi la réception provisoire dans le sud, l'est, à l'ouest, là, vous allez voir bien sûr donc, que c'est une diversification. Il y a même la pisciculture. Il y a tout un tas de choses que nous sommes en train bien sûr donc, là, de financer. Ce qui est très bien, c'est une mise à l'échelle de nos interventions. Donc là, on s'est rendu compte que le FNDA, maintenant, est prêt pour pouvoir accompagner les acteurs à la base. Le dispositif mis en place est un dispositif efficace et qui a des résultats. Ce projet n'est pas qu'un simple forage, c'est une promesse tenue, celle d'un développement agricole résilient et prospère. Koudengou est aujourd'hui un symbole. Là où l'eau coule, la vie renaît, l'agriculture s'intensifie et l'avenir s'éclaire. Et des réalisations qui impactent le quotidien des populations, la coopération bénino-japonaise en compte aussi à son actif. À Alada, par exemple, un groupement a bénéficié de nombreux équipements pour faciliter la transformation de la noix de palme à la faveur d'une visite de terrain organisée par l'ambassade du Japon au Bénin. Alain Sotouma et Alexis Sebemon l'ont constaté.
La coopération entre le Bénin et le Japon porte de nombreux fruits dans plusieurs domaines. Ici, au CG1 de Glodjibé, un module de cette classe est construit et équipé. D'un montant évalué à environ 100 millions de francs CFA, ce module offre de meilleures conditions de vie et de travail aux apprenants et aux enseignants. C'est un sentiment de joie parce que ces infrastructures nous ont permis donc de donner une condition donc de travail beaucoup plus meilleure à nos apprenants. Avant ce bâtiment, nous avons tellement donc de difficultés d'infrastructures dans un établissement. Lorsque vous n'avez pas de bâtiment, lorsque vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez rien. Les conditions de travail ont changé. Avant, nous faisions cours les mercredis soirs. C'était sans arrêt, mais avec ce bâtiment, le mercredi soir, et les enseignants sont au repos, les apprenants aussi sont au repos pour commencer donc les jeudis. Le groupement Glédokun, dans la commune d'Allada, a aussi bénéficié de l'appui du Japon. De nombreux équipements d'une valeur de 85 millions de francs CFA facilitent ici la transformation de la noix de palme. Avant, tous les travaux étaient manuels. On utilisait les pieds pour écraser les noix. Pour défriser, c'est la main on utilisait. Mais avec la présence des machines, ça nous a vraiment permis d'avancer dans la production. Le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution, CPADD de Ouida, fait peau neuve. Il est doté d'un lot d'équipements pour répondre plus efficacement aux besoins de formation. Grâce à cet appui du Japon, je crois que tous les stagiaires qui passent par ici sont ravis de prendre part à ces formations puisqu'ils vivent dans de bonnes conditions. Chacun a une chambre individuelle climatisée et les salles de cours sont équipées de tout le matériel qu'il faut. Et pour les déplacements des stagiaires, nous ne souffrons d'aucun besoin. Donc, puisque nous avons des véhicules pour aller chercher des stagiaires à l'aéroport, les retourner à l'aéroport, conduire nos activités. Et tout ça, c'est grâce à l'appui du Japon. Le Japon, à travers ses réalisations, accompagne le Bénin sur le chemin du développement. Elle fait la fierté du Zimbabwe malgré les critiques. L'ancienne nageuse de 41 ans, Kirsty Coventry, qui a remporté 7 des 8 médailles olympiques de son pays, est élue jeudi dernier à la tête du comité international olympique. Elle devient ainsi la plus jeune présidente, la première femme et la première africaine à occuper ce poste. Retour sur son parcours avec Hugues Zinsouzuno. La fille d'or, ce surnom prophétique attribué par Robert Mugabe, transcendait déjà la simple référence à ses médailles. Il annonçait, tel un oracle méconnu, une transformation fondamentale, celle d'une nageuse d'exception, en une visionnaire capable de naviguer dans les courants tumultueux de la diplomatie sportive internationale avec la même grâce qu'elle maîtrisait autrefois dans les eaux olympiques. Dans les piscines du monde, Coventry avait déjà ciselé sa légende dans le marbre des records. Virtuose incontestée des épreuves de dos, maîtresse accomplie du crawl, figure dominante du relais 4x4 nage libre, son palmarès scintillait déjà d'une lumière éblouissante ornée de médailles olympiques et de titres mondiaux. Ses exploits aquatiques n'était, nous le contemplons désormais, une clarté que le prélude d'une symphonie autrefois plus ambitieuse. Du chlore des bassins au marbre ministériel, la métamorphose s'est accomplie avec une fluidité surprenante. Nommé ministre des Sports de son Zimbabwe natal, Coventry a démontré que sa compréhension des courants ne se limitait pas aux flux aquatiques. Elle naviguait avec une assurance naturelle dans les méandres complexes des politiques publiques et des stratégies sportives internationales. Cette alchimie rare, fusion de l'expérience viscérale de l'athlète et de la vision panoramique de la dirigeante, lui a conféré une légitimité exceptionnelle dans les arcanes olympiques. Là où certains ne percevaient que les obstacles insurmontables, elle discernait des opportunités transformatrices. Là où la majorité se contentait de perpétuer des traditions ossifiées, elle esquissait les contours d'une révolution silencieuse. On me fait l'honneur de me mettre à la tête de ce mouvement. Et cela signifie que j'essaierai vraiment d'avoir une portée
vers d'autres régions, mais également de mettre la lumière sur d'autres zones du monde. Et cela fait partie du mouvement olympique, de la diversité qui est la nôtre. Et je crois que l'élection d'aujourd'hui le démontre, cette nature universelle, cette nature globale du mouvement olympique. Ce 20 mars restera gravé dans les annales comme l'instant où plusieurs plafonds de verre ont volé simultanément en éclats. En accédant à la présidence du Comité international olympique, Kirsti Coventry ne franchit pas une, mais plusieurs frontières historiques. Voilà, qui met donc un terme à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. Voyons voir à présent ce qui fait l'actualité comme tel que vu par les journaux et les sites d'information. C'est à travers la revue des titres. Et nous vous ouvrons, Marcel Arrossi, ce chapitre avec les journaux parus et parvenus à notre rédaction ce lundi matin. On y va, Marcel? Nous démarrons donc aujourd'hui par le quotidien La Nouvelle Tribune. Mécontentement après le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle, l'appel à la fermeté, c'est à la une du quotidien La Nouvelle Tribune. Malgré le vote, le président l'avons-nous toujours sollicité pour les recasements. À la une donc de ce journal. Le matinal aujourd'hui, guerre de succession à la mosquée centrale de Porto Novo. Le nouvel imam central contesté après la mort de l'imam central de Porto Novo, Hamza Houzeifa. Mercredi 19 mars 2025, la guerre de succession est donc ouverte dans la capitale. Gaskiani Info aujourd'hui, Talon, Yahi vers une alliance inédite. Point d'interrogation, c'est le gros dossier politique du jour à découvrir donc dans sa parution. Le meilleur. Mauvaise utilisation des réseaux sociaux au Bénin, une dérive dont les auteurs ignorent les conséquences. Et pourtant, le Bénin dispose bien des textes de loi qui régissent le domaine. Le Télégramme aujourd'hui, manœuvre militaire dénommée Métropolis 2025. Les forces de défense et de sécurité se préparent à une éventuelle attaque terroriste en ville. Fraternité, déplacement multimodal dans le Grand Nokoué, un rapport qui en dit long. Innovation technologique, à découvrir également dans la parution du jour pour Fraternité. Le pays émergent soutient au Guépard à Abidjan dans le cadre du match Bénin-Afrique du Sud. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, casse sa tirelire et vole au secours des supporters malgré la crise interne au Conseil national des supporters du Bénin. Un geste fort, admirable, patriotique et plein de responsabilités salué par tous. Vivement la victoire face au Bafana de l'Afrique du Sud. Le Soleil, Bénin Info, lutte contre le terrorisme au Bénin. Hommage aux soldats morts en opération, là où ils sont. Nous leur donnons admiration et respect pour leur bravoure et leur sacrifice. Bénin intelligent aujourd'hui, produits agricoles, le pari ambitieux de la transformation locale. La Nation quotidien de services publics, manœuvre Métropolis 2, les capacités opérationnelles des forces armées renforcées. 60 ans du port autonome de Cotonou, une célébration sous les meilleures perspectives. UMOA titre, le Bénin décroche 22 milliards de francs CFA avec une couverture de 604%. Appui de l'ambassade de France, une convention signée avec la CMA Bénin au profit des artisans. Tout ça à retrouver dans la parution du jour pour le quotidien de service public. Le leader du jour, sous-emploi et mauvais traitement dans les bars d'Abomey-Calavi, une exploitation silencieuse des serveuses, le cri de détresse dans l'ombre des établissements, les gérants et propriétaires de bars indexés. Info matin, renforcement des compétences dans le secteur du transport routier au Bénin. La NAT a guéri les acteurs sur la gestion du fret et l'émission de la lettre de voiture électronique. Remise
de la médaille de la défense nationale échelon or, le colonel Didier a renvoyé le dos au nombre des officiers heureux récipiendaires. Le potentiel aujourd'hui tourné du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines dans le Mono, Paulin Akpona, découvre des investissements colossaux, talents remerciés, série de violents braquages à Tchaourou, 8 millions de francs CFA emportés au total, un mort, 2 blessés enregistrés selon le potentiel. À l'international, président Ciel en Côte d'Ivoire, première bataille autour de la liste électorale. Ainsi, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, l'ancien premier ministre en exil Guillaume Kibafori Soro et l'ancien ministre Charles Blé Goudé n'y sont pas. Le pays, expulsion de l'ambassadeur sud-africain des États-Unis, jusqu'où ira l'escalade entre Washington et Pretoria. Le torchon continue de brûler entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud. Le pays encore, exclusion de leaders politiques des listes électorales en Côte d'Ivoire, le nécessaire compromis pour préserver la paix. Voilà pour les titres, la revue de presse de ce lundi, dans un instant. Merci beaucoup à vous, Marcel Rossi. On se retrouve donc dans quelques minutes, pour ne pas dire dans un peu plus d'une heure d'horloge, vers les cours de 8h55 pour la revue de presse. À tout de suite, Marcel Rossi. Allez, on va prendre une pause et derrière, nous allons retrouver mes deux invités pour Instant Politique de ce lundi matin. On s'intéresse à la menace sécuritaire dans le nord bénin de ce rapport Timbuktu Institute. À tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Banikwara, la ville serait-elle en train de se fragiliser du fait des incursions répétées de groupes terroristes loin d'une rhétorique du chaos? Ce sont des inquiétudes mises en évidence dans le rapport du Timbuktu Institute. C'est un think tank, un centre de recherche africain pour la paix basé à Dakar, intitulé « Éviter une crise sécuritaire à Banikwara ». Le document élaboré à partir d'une enquête de terrain début mars met en lumière les réalités de cette région proche du Burkina Faso. Dans 5 sur 7 matin de ce lundi, nous allons donc interroger ceux-là même qui, de jour comme de nuit, nous permettent de dormir sur nos deux oreilles, qui n'entendent céder aucun centimètre carré du territoire à l'ennemi. Nous serons avec l'armée pour comprendre ce qui se passe dans cette région de notre pays et pourquoi pas éventuellement contrebalancer les écrits contenus dans ce document du Timbuktu Institute. En plateau avec moi pour cet exercice, le colonel Faïzou Gouminan. Il est le chef d'état-major de la garde nationale. Bonjour et bienvenue, colonel. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Un plaisir partagé. Pour avoir des informations de première main. En face de vous, ce matin, Dr Abdelaziz Mossi, ancien chercheur à l'université de Parakou, laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Il est spécialiste des questions d'économie criminelle, de radicalisation et d'extrémisme violent. Il a coordonné plusieurs projets sur les dialogues communautaires, la résilience et la prévention de l'extrémisme violent. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir également sur 5 sur 7. Le plaisir est partagé. Alors, merci. Colonel, j'ai envie de vous demander comment se porte le nord de notre pays. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est complètement maîtrisée, mais demeure toutefois imprévisible. C'est vrai. Le début de cette année a été marqué par une intensification des attaques des groupes armés terroristes contre nos positions, notamment celles situées sur les frontières du Burkina et du Niger. Et ce qui a le plus fait couler d'encre, c'est l'attaque du 8 janvier au point triple, Bénin, Niger, Burkina Faso. Mais après cela, il y a eu d'autres attaques qui ont eu un retentissement moindre en raison du fait que nous avons pris des mesures pour corriger des failles qui ont été constatées et revoir notre dispositif en profondeur. Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la situation est totalement sous contrôle? Absolument. Mais il n'en demeure pas moins, comme je vous l'ai dit tantôt, qu'il peut y avoir toujours des incursions qui arrivent sur cet espace que nous contrôlons.
Alors aujourd'hui, on va dire une région ciblée principalement dans un rapport publié par Timbuktu Institute, qui est un think tank, notamment la région de Banikwara. Est-ce à dire que la situation de Banikwara est particulière? Elle n'est pas du tout particulière. J'ai lu le rapport qui parle des fragilités économiques et sociales des jeunes, fragilités qui facilitent leur enrôlement et leur collaboration avec les criminels qui terrorisent les populations. Et ce rapport émet des doutes sur l'approche sécuritaire que nous avons qui est jugée excessive. Mais en réalité, c'est un rapport que moi je trouve excessif et alarmant. C'est vrai qu'il y a à l'intérieur des choses qui sont dites et qui s'approchent de la réalité, mais il y a aussi des conclusions qui sont très vite tirées et qui ne sont pas conformes à la réalité. Donc ma présence ici, sur ce plateau, ce n'est pas du tout de répondre à ce rapport, mais de présenter le narratif des forces armées béninoises sur la situation sécuritaire à nos frontières, telle qu'elle se présente aujourd'hui. D'accord, on aura l'occasion d'en savoir un peu plus tout à l'heure. Le temps pour moi de me tourner vers le docteur Moussi. Est-ce que vous connaissez un peu le think tank qui a publié ce rapport du Timbuktu Institute? Bonjour, monsieur le journaliste. Bien sûr que je connais bien l'Institut Timbuktu. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont publié un rapport sur le Bénin. Je pense que ça doit être la troisième fois, le troisième rapport sur le Bénin. Et déjà en 2023, ils avaient déjà publié un premier rapport pour un peu attirer l'attention des autorités béninoises sur une répétition de la situation du Sahel. Et cette année, disons fin 2024 aussi, il y a eu une publication également sur l'ensemble des départements, non, les 4 départements du nord du Bénin. Et je crois que ce troisième rapport fait un focus sur la commune de Banikwara, qui n'est pas une commune spécifique par rapport à la situation de l'extrémisme violent qui sévit dans le nord du Bénin. Je pense qu'il y a eu, comme l'a dit le colonel, un certain nombre d'éléments qui sont rapportés et qui sont aussi, disons, interposables à certaines communes du nord du Bénin et qui vivent presque la même réalité que Banikwara aujourd'hui. Alors, les témoignages de ce rapport, qui sont contenus dans ce rapport, révèlent une infiltration profonde des terroristes dans le tissu social de Banikwara. Est-ce que vous pensez que c'est alarmant ou c'est la copie de la réalité? Alarmant, je ne saurais le dire, mais je sais qu'il y a quand même eu des infiltrations, il y a eu des complicités locales dans des communes qui sont frontalières avec ces zones-là. Et ça, c'est quand même la réalité. Je pense que depuis quelques années, on a quand même observé que les communautés locales contribuent d'une certaine façon, soit du point de vue logistique, soit aussi en termes d'information, disons, à la réussite ou au succès de certaines opérations qui sont menées par ces groupes extrémistes violents dans le nord du Bénin. Donc une infiltration, je pense que oui, mais est-ce qu'elle est profonde? Peut-être que le colonel va nous donner plus de détails sur ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des complicités locales qui soutiennent ces organisations-là et qui font que malheureusement, ils arrivent à réussir certaines actions sur le territoire béninois. Et je suis même tenté de dire qu'au-delà de ces infiltrations, on a quand même des acteurs locaux qui sont des chevilles ouvrières donc, de ces organisations extrémistes violentes et qui contribuent pour beaucoup au succès donc, de leurs opérations sur le territoire national. Ce qui, de mon point de vue, tend à écarter un peu aussi l'idée qu'on a toujours véhiculée en disant que c'est des étrangers qui arrivent, qui frappent sur le territoire et qui retournent. Il y a quand même des acteurs locaux qui soutiennent ces acteurs-là et qui, malheureusement, donnent l'impression que de plus en plus, il y a un certain ancrage local de ce phénomène-là avec tous ces soutiens qu'on peut dénombrer dans les différentes communautés. Alors, colonel Gouminan, on vous a connu par le passé, avant que vous n'accédiez à vos nouvelles fonctions de chef d'état-major de la garde nationale. Vous avez été le commandant de l'opération Mirador, du nom de cette opération donc antiterroriste dans le nord de notre pays. Aujourd'hui, cela ne fait pas moins de vous donc un homme moins présent sur le terrain, sur le front terroriste également. Qu'est-ce qu'on peut dire
de la situation actuelle dans le nord Bénin pour rassurer les populations qui y sont. Quand on lit ce rapport, a priori, on a un peu froid dans le dos, on se dit, est-ce que c'est effectivement ce qui se passe ou aujourd'hui, n'importe qui peut vous rencontrer dans une de ces régions-là de notre pays peut vous paraître a priori suspect? Alors, je peux vous rassurer et rassurer la population de Balikora et toute la population béninoise que le phénomène est maîtrisé. Il est maîtrisé ne veut pas dire qu'il est complètement vaincu. Il peut y avoir des infiltrations, il peut y avoir encore des coups qui sont portés. Mais la population de Banikora dont on parle, comme l'a dit le docteur Moursi, cette région n'est pas particulière. Au fait, toutes les communes qui sont frontalières aux deux parcs, la commune de Tangueta, la commune de Materi également, vivent les mêmes choses. Je peux vous dire que c'est des régions, vous prenez Banikora, c'est une région qui est caractérisée par le fait qu'il y a une zone habitée, Banikora Centre et les périphéries, et une zone qui n'est pas du tout habitée, les parcs, très vaste. L'attaque qu'il y a eu au Point Triple s'est produite à plus de 70 km de Banikora, le Point Triple Bénin, Burkina, Niger. Je vais vous donner un ordre de grandeur du parc W, partie Bénin. Le parc W, partie Bénin, c'est quand même 5000 km², un peu plus de 5000 km². Ça fait le plateau, plus l'Ouémé, plus le littoral, plus une partie de l'Atlantique. C'est pour vous dire que c'est très vaste à contrôler, mais il n'en demeure pas moins que nous mettons tous les efforts pour assurer la sécurisation de cette zone et éviter que la menace arrive dans les centres-villes. Imaginez, lorsque vous prenez Banikora et que les écoles sont toutes ouvertes, les marchés s'animent, les agriculteurs vont au champ. Banikora, même une équipe de première division reçoit des matchs sur son sol. Est-ce que ces conditions-là sont des conditions d'une région où l'insécurité est alarmante? Je ne pense pas. Alors, dans ce rapport, j'y reviens encore à ce rapport du Timbuktu Institute, il est pointé du doigt, on va dire, une forme d'infiltration profonde et des témoignages recueillis sur le terrain. Les populations sont davantage fragilisées et ont davantage peur d'aller dénoncer parce qu'ils estiment ou elles estiment ces populations-là que si vous dénoncez X ou Y et qu'on arrive à savoir que c'est vous, c'est en griffe que vous êtes dans la merde. Qu'en est-il aujourd'hui du renseignement, de la coopération, de la collaboration avec les populations? Elle est bonne. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens comme le docteur Moxie qui œuvrent pour l'ennemi. En réalité, depuis que nous avons pris le contrôle de la RNIE 7, c'est la route nationale inter-État qui quitte Banikora et rentre dans le Burkina et qui passe par Diapaga, les trafics, le ravitaillement vers le Burkina a été asséché. Et nous avons pris l'option d'assécher les groupes terroristes en termes de ravitaillement logistique, carburant, vivres, pièces de rechange de motos et tout ce qui va contribuer à l'effort de guerre du côté ennemi. Face à ce blocus, les groupes terroristes, par des complicités locales, essaient quand même de convaincre les populations à s'adonner à ce genre de trafic pour leur apporter cette logistique dont ils ont besoin. Donc, il y a plein de gens qui passent par des chemins détournés, par des pistes qui rentrent dans les parcs ou par les points de passage au niveau du Mékrou qui constitue la frontière entre le Burkina et le Bénin. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux tombent sous peut-être les balles des soldats parce que de nuit, lorsqu'ils passent, on ne peut pas faire la différence entre un terroriste et un ravitailleur de terroristes ou un citoyen lambda, étant donné que c'est la zone de prédilection des terroristes, c'est le cheminement utilisé par les terroristes. Oui, c'est vrai, il y a quelques complicités au sein de la population qui
vont en faveur des groupes armés terroristes. On pointe du doigt aussi la solution du tout militaire presque qui est en train d'être déployée par le Bénin pour endiguer le phénomène qui serait, on va dire, contre-productif. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, le Bénin ne fait pas du tout militaire, je suis désolé. L'armée fait le militaire, mais les autres structures contribuent largement, chacun de son côté, à l'éradication de ce phénomène. Vous avez vu, il y a des constructions de routes, il y a des constructions d'infrastructures communautaires. Ce n'est pas du tout militaire. Il y a des sensibilisations qui sont faites, il y a des dons qui sont effectués au profit de ces populations. Ce n'est pas du tout militaire. Donc, je balaye du revers de la main ceux qui pensent que ce que nous faisons, c'est du tout militaire. Peut-être que c'est la partie la plus visible, mais beaucoup de choses se font du côté civil. D'accord. Alors, docteur Moussi, vous avez lu ce rapport dans lequel on parle de ces jeunes qui ravitaillent, le colonel l'a évoqué tout à l'heure, ces jeunes qui ravitaillent donc, les terroristes, notamment en carburant, parce que cela serait une filière totalement porteuse. Comment on fait pour, on va dire, mettre fin à cette pratique ? Mettre fin à cette pratique, je pense qu'il y a eu des dispositions qui sont prises. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment l'interdiction de la sortie du carburant au-delà des frontières du territoire national. C'est une des mesures phares du gouvernement. Mais je pense qu'il y a aussi les forces de défense et de sécurité qui contrôlent ces sorties-là et qui mettent quand même des blocus pour que on n'ait pas vraiment une sortie massive de cette logistique, de ce carburant avec les groupes extrémistes violents. Mais je voudrais rappeler quand même que la présence de ces groupes représente aussi un enjeu important pour beaucoup de jeunes qui sont dans des situations de précarité, mais surtout des jeunes qui sont habitués à des activités illicites, informelles dans ces zones. Je le dis encore une fois, Banikwara n'est pas une spécificité. Toutes les communes qui sont dans cette zone sont des communes où les jeunes sont dans des activités informelles depuis toujours. Ce n'est pas la présence de ces groupes qui a créé ces trafics-là. Plutôt, ces groupes ont contribuer à renforcer ou à agrandir les activités parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers qui y a derrière donc ces activités. Prenez un exemple, lorsque ces jeunes-là parviennent à vendre le carburant à ces groupes extrémistes violents, le bidon de carburant, c'est entre 50 000 et 75 000 francs. De l'autre côté de la frontière, le litre de carburant à 5 000 francs. Vous imaginez, donc dans un contexte comme ça, où à la fois les groupes terroristes ont besoin de ce carburant, mais aussi les populations burkinabées qui se retrouvent de l'autre côté et qui ont des difficultés à avoir accès à ce carburant, manifestent aussi cette envie-là. Naturellement, ça devient un enjeu et beaucoup de jeunes sont prêts à risquer leur vie pour pouvoir, non pas forcément pour fournir les terroristes, mais pour aller vendre ce carburant-là de l'autre côté de la frontière à n'importe qui. Ça peut être des terroristes, ça peut être aussi des citoyens simples, parce que la chose a pris de l'ampleur, la chose a pris de l'intérêt, et c'est la même dynamique qu'on observe tout au long des espaces frontaliers que nous avons avec le Burkina, mais aussi avec le Niger, où les populations locales ont des difficultés à s'approvisionner en carburant. Donc s'il y a des jeunes qui risquent leur vie pour le faire, c'est principalement parce que cela a un intérêt financier important. Et je pense que n'importe quel jeune qui se retrouve dans ces zones, quand il se rend compte de la rentabilité de cette activité, beaucoup de jeunes sont prêts à s'engager. On a eu des déclarations de jeunes qui ont dit qu'ils sont prêts à le faire tant que cela peut leur procurer des ressources. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. D'accord. Alors, oui, allez-y. Aujourd'hui même, les prix sont encore plus élevés. Le bidon que les gens achètent à 8 500, 9 000, les bidons sont revendus à 85 000, 90 000. Voilà. Donc, c'est extrêmement tentant. Et malheureusement, nos jeunes, certains jeunes, se laissent prendre par ce tapas et essaient d'annuler ce carburant, de faire ce trafic au profit des groupes armés terroristes. Alors, colonel, il y a quand même des faits qui sont... on va dire des accusations assez graves portées contre l'armée béninoise mentionnées dans ce rapport. On parle d'exécutions sommaires, d'arrestations sans enquête approfondie, menant à la criette des personnes juste signalées par des témoins et qui alimentent la méfiance des populations vis-à-vis des forces de défense
et de sécurité. Que répondez-vous à cela? Alors, les allégations d'exécution sommaire ne sont pas avérées. Par contre, il faut prendre en compte le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, qui impose vigilance et anticipation vis-à-vis de toute personne illégalement armée ou apportant de la logistique aux criminels, perturbant ainsi les populations locales. Vous savez, on dit souvent agir d'abord, corriger ensuite, mais ne jamais rester inactif. Lorsqu'on nous fait des dénonciations, lorsque les populations viennent nous signaler des complices ou des terroristes, notre première action, c'est d'interpeller. C'est d'agir. C'est d'agir. Et nous confions à la police pour la poursuite de l'enquête. Il nous est arrivé plusieurs fois, nous-mêmes, d'intercéder auprès de la Criette pour que des personnes que nous avons convoyées à ces lieux soient relâchées parce que nous avons eu des preuves contraires aux accusations qui sont portées. Donc il est important, dans le cadre dans lequel nous sommes, d'agir et très rapidement. Mais cela, de l'avis de certaines personnes, radicalise davantage les populations. Pas tout à fait. Parce que c'est de rien faire qui est un problème. Ne rien faire va exposer les populations à la violence, beaucoup plus à la violence. Ne rien faire, c'est exposer également les forces de défense et de sécurité aux attaques. Donc il faut rapidement agir, comme je le dis, mais suivre les dossiers. Corriger ensuite s'il y a des failles, mais ne jamais rester inactif et ne jamais rester sans réagir lorsque des dénonciations sont faites. Alors, on vous reproche souvent de ne pas communiquer suffisamment autour de vos exploits, quitte à laisser l'ennemi communiquer, lui, autour de ce qu'il peut appeler ses succès. Est-ce que ce n'est pas tout ça aussi qui alimente, on va dire, cette rhétorique de la mort, cette rhétorique du chaos dans le nord du Bénin? Oui, c'est vrai que nous avons fait l'option de ne pas trop communiquer. Aujourd'hui, des réflexions sont en cours pour voir ce qui peut être rapidement cédé à la presse, ce qui peut être cédé à la population, pour que les gens puissent savoir ce que nous sommes en train de faire. Je peux vous assurer que nous faisons un excellent boulot sur le terrain. Vous êtes tranquille à Cotonou ici. La menace, elle est maîtrisée dans le nord. Ailleurs, on va dire dans un pays d'à côté, on va dire les exploits militaires sont racontés dans le 20h avec beaucoup d'emphase, quitte à mettre les populations, on va dire, en confiance. Est-ce que ce n'est pas tentant aussi? Sans verser bien sûr dans la théâtralisation. Je vous invite à aller suivre ce qui se passe exactement dans ces pays qui vantent les actions militaires. Oui, c'est vrai, certaines choses sont faites, sont bien faites, mais il y en a aussi beaucoup qui sont moins bien faites. Je vous l'ai dit tantôt, nous avons pris l'option de ne pas trop parler. C'est vrai, à certains moments, ça se retourne contre nous, parce qu'on laisse la place aux autres de s'exprimer, et même de s'exprimer à notre place. Les réflexions sont en cours. Nous avons un porte-parole au niveau des forces armées béninoises, et ce porte-parole, toutes les fois qu'il y a des choses qui peuvent être dites, elles sont dites. D'accord. Alors, docteur Moussi, aujourd'hui, le rapport préconise un assouplissement fiscal et des soutiens économiques, des subventions, crédits pour réduire la vulnérabilité des jeunes, ainsi qu'une approche sécuritaire repensée. On parle de privilégier le renseignement collaboratif et des initiatives civilo-militaires, donc des projets communautaires pour restaurer la confiance et contrer l'influence des groupes terroristes qui se présentent en protecteurs des populations marginalisées et ostracisées. On est là sur des approches quand même classiques. Oui, c'est des approches classiques, mais vous me permettrez peut-être de répondre à votre question que vous avez posée au colonel par rapport à la communication. Je pense que le silence nuit beaucoup à l'armée béninoise, ça il faut le dire.
Nous qui avons peut-être l'opportunité de faire le terrain, nous entendons plein de choses que les populations disent, qui sont peut-être pas forcément fondées, mais qui reste quand même la perception qu'ils ont par rapport à certaines actions qui sont menées par l'armée sur le terrain et qui sont déplorées par ces populations-là, notamment les tueries, notamment les enlèvements de certaines personnes sans que la population ne comprenne quels sont les tenants et les aboutissants, pourquoi ces personnes-là ont été emportées à la criette, etc. Et beaucoup de familles déplorent ce comportement de l'armée, malheureusement sur lesquels il n'y a pas beaucoup de communication. Mais ce vide laisse aussi beaucoup de supputations, ça laisse beaucoup de réactions qui ne sont pas forcément fondées, pour lesquelles on n'a pas forcément les explications, mais qui restent quand même des points de vue de ces communautés par rapport à ce qu'elles vivent au quotidien dans leur rapport avec l'armée sur cette question-là. Maintenant, sur les solutions, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de... J'ai lu le rapport, il y a beaucoup de propositions qui sont faites, mais je pense qu'il faut aussi attaquer les solutions doivent être structurelles. Je pense que apporter des aides de manière ponctuelle, ce n'est pas forcément cela, parce que les raisons qui sous-tendent ces actions, qui sous-tendent le terrorisme dans cette zone sont des raisons profondes qui sont liées aux questions de justice sociale, qui sont liées aux questions d'infrastructure, qui sont liées aux questions de gouvernance, qui sont liées aux questions de participation citoyenne à l'action collective, qui sont liées aussi à des questions de développement communautaire, mais qui ne sont pas forcément adressées de manière juste pour pouvoir s'approprier disons, les griefs de ces communautés-là qui justifient ces complicités que nous notons et qui, si on y prend garde, pourraient aussi conduire à un ancrage local de ce phénomène porté par des acteurs locaux, natifs. On a vu d'ailleurs dans les images, les dernières images, notamment à l'attaque du 8 janvier, on a vu des gens qui parlaient le bariba, on a vu des gens qui parlaient le dindi de Karimaman, etc. Donc, ça montre quand même que ce n'est pas que des étrangers qui sont sur ce terrain-là, c'est des gens qui connaissent le territoire, qui sont natifs donc de ce milieu-là et qui portent ces actions. Donc, je pense qu'il faut agir de manière structurelle sur toutes ces questions de justice sociale, ces questions de gouvernance, ces questions de services publics, ces questions d'inclusion, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, notamment l'accès à la terre, par exemple, qui reste une denrée assez importante pour une commune comme Banikwara. Vous avez des gens qui n'ont pas de terre pour faire le champ à Banikwara. Et parce que, justement, il y a beaucoup d'enjeux autour de ces questions-là. Et je pense que c'est des questions qu'il faut aborder peut-être à tête froide et réfléchir de manière profonde pour apporter les solutions. Ne pas forcément céder à la panique et apporter des solutions d'urgence qui ne vont pas être durables, maintenues dans le temps, parce que une fois que des effets passent, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Alors, colonel, l'État a construit aujourd'hui, a investi dans des bases avancées fortifiées qui font qu'aujourd'hui, ces bases-là, bien sûr, que plus ou moins en termes de quadrillage, en termes de présence de la force publique, c'est quand même assez visible, c'est quand même assez, on va dire, écarlate, on le voit. Mais à côté de ça aussi, que fait l'armée dans la prévention, dans la sensibilisation, dans la coproduction de la sécurité, comme vous le dites dans votre jargon? Effectivement, vous avez parlé de sensibilisation. Nous faisons suffisamment de sensibilisation auprès des populations riveraines pour la coproduction de la sécurité. Nous avons des personnes infiltrées qui nous apportent le renseignement. Et ces populations bénéficient également des nombreuses actions civilo-militaires, des soins gratuits. On fait des soins vétérinaires également, puisque c'est une population qui, globalement, fait de l'élevage. Donc, de façon régulière, nous faisons des actions civilo-militaires vétérinaires. Certaines infrastructures sont réalisées, des forages, par exemple, qui sont faits. Le rapport, en revenant sur votre question antérieure, le rapport lui-même, à la page 3, dit que les mesures, je lis, les mesures de sécurité prises par l'État béninois dans cette zone sont appréciables en général, selon les populations locales. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'avis sur le fait
que ce que nous faisons n'est pas apprécié. Non, c'est suffisamment apprécié. Maintenant, par rapport à l'intervention du docteur Mossi, moi, je n'ai pas encore vu clairement les revendications de ces groupes qui nous attaquent. Il a parlé de revendications territoriales et terres, il a parlé d'autres choses, de marginalisation, de mauvaise gouvernance, mais il n'y a aucune revendication formelle de ces groupes qui nous attaquent. Pour nos renseignements, nous, au fait, les groupes armés terroristes cherchent à contrôler les parcs, les 2 parcs. Lorsque vous regardez la carte du Bénin, vous allez voir au nord-ouest le Sahel, les mouvements du Sahel, et du côté du Nigeria, Boko Haram. Donc le Bénin est une passerelle, le nord du Bénin c'est une passerelle entre ces 2 groupes terroristes. Donc le contrôle des parcs permettra de faire le lien entre les mouvements du Sahel et Boko Haram. C'est ce qu'ils recherchent en priorité, le contrôle des parcs pour développer des trafics, le contrôle des parcs pour assurer leur ravitaillement logistique à partir du Nigeria directement, le contrôle des parcs pour avoir une liberté d'action pour leurs opérations. Très bien. Donc, en réalité, à côté des questions du djihadisme, il y a également du grand banditisme qui se développe dans la zone. Absolument. Absolument. Vous avez du cheptel qui est volé. Vous savez, un bœuf, il est à environ 300-400 000. Donc, quand les gens ils volent un cheptel de 100 bœufs, vous imaginez, c'est environ 40 millions CFA. Donc, il y a un grand banditisme qui se développe autour. Il y a du trafic d'or qui se développe. Donc, c'est un ensemble de trafics qui se développe, qui cherche à être perpétré, à s'ancrer, au fait, dans nos parcs, le WLA Pendjari. Docteur? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de confusion entre les actes de terrorisme, les actes criminels dans cette zone. Comme le colonel l'a dit, le contrôle de parcs, ça représente un enjeu important. Mais je répète encore une fois, comme on le dit dans les langues locales, si le lézard parvient à rentrer dans le mur, c'est qu'il y a eu une fissure dans le mur. Et c'est ça qu'il faut éviter, justement, les fissures qu'il faut éviter au niveau local pour que ces acteurs-là ne trouvent pas à s'infiltrer de manière pérenne. Il y a des actes criminels qui sont menés, mais comme je le dis encore une fois, il y a beaucoup de faits que vivent les communautés qui sont dans cet espace-là. On ne va pas forcément attendre que les groupes terroristes fassent des revendications, on veut ci, on veut ça, mais les communautés vivent des réalités et qui les poussent parfois à aller vers les complicités avec ces groupes, puisque ces groupes-là mettent en avant cette situation que vivent les communautés, qui sont réelles, et se montrent en justiciers parfois, ou se montrent en défenseurs donc, de leur cause. Et donc ça, c'est des éléments quand même factuels que nous avons notés sur le terrain et qu'on a vécu aussi dans le Sahel, et ça se répète aussi dans nos pays, les conflits locaux, les difficultés économiques des populations sont des éléments, sont des instruments sur lesquels ces acteurs s'appuient pour développer leurs actions, et partout où ils passent, la première des choses qu'ils font, c'est de rassurer la population. Nous ne sommes pas contre vous, nous sommes là pour vous protéger, nous sommes là pour vous défendre, nous sommes là pour défendre vos intérêts face à l'État, et c'est des discours qui souvent passent dans les communautés parce qu'effectivement les communautés sont régulièrement confrontées à ces situations. D'accord. Alors, colonel Faïzou, on va mettre un terme à ces échanges, mais avant, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents de soldats qui sont aujourd'hui au front pour nous protéger, nous tous, béninois, protéger notre territoire, et ces parents-là qui vivent au quotidien dans la peur d'apprendre un jour ou l'autre que leur enfant est tombé les armes à la main? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour les rassurer? Et à côté de ça, qu'est-ce que vous dites également aux populations? Je voudrais dire aux parents de militaires que leurs fils ont choisi de faire un métier difficile. Leurs fils ont choisi, nous tous militaires, avons choisi de nous sacrifier pour la nation. Et tant que notre armée sera ce qu'elle est aujourd'hui, un seul centimètre carré du territoire ne sera cédé à l'ennemi. Nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour que notre pays demeure un et indivisible. Nous sommes les seuls à recevoir des formations militaires. Nous sommes les seuls à avoir la capacité d'affronter cet ennemi.
On ne va pas envoyer des civils. On ne vous enverra pas au front. On n'enverra pas le docteur, mais aussi au front. C'est nous qui avons été formés, entraînés, qui devons aller au front et nous y serons. Par rapport aux populations, qu'elles soient de Banikwara ou de partout ailleurs sur le territoire national, je voudrais leur assurer que les forces armées béninoises agissent dans le cadre des respects des droits et conventions, du droit international humanitaire, du droit de l'homme, mais également des règles de conduite du soldat en opération Mirador, édité en 2023 par le chef d'état-major général. Vous pouvez, s'il y a la caméra, elle peut venir zoomer, mais aussi les règles d'engagement. Donc, n'importe quoi n'est pas fait sur le front. Il y a des règles que nous respectons. Donc, nous protégeons tous ceux qui font des dénonciations et nous apportent l'information, contrairement à ce que le rapport allègue. Et au-delà, notre devoir est de protéger l'ensemble des citoyens béninois, qu'ils soient de Banikwara ou d'ailleurs, sur toute l'étendue du territoire national, contre toutes les formes de menaces. Que la population soit rassurée, nous veillons au grain et comptons sur leur collaboration. Merci beaucoup à vous, colonel Faïzou Gomina. Vous êtes chef d'état-major de la garde nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous éclairer sur ce qui se passe dans le nord de notre pays. Merci également au docteur Abdelaziz Mossi, enseignant-chercheur à l'université de Parakou, au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, spécialiste donc des questions d'économie criminelle, de radicalisation, d'extrémisme violent. Merci beaucoup à vous, messieurs. Vous passez une excellente journée du lundi et bonne semaine de travail. 5 sur 7 matin, on marque une pause. Derrière, on retrouve mes francs-parleurs de ce lundi ensemble. On va décortiquer l'actualité nationale et internationale. À tout de suite. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est l'heure du rassemblement pour les anciens présidents de la République et d'institutions. Ces dernières semaines, ils ont connu un regain d'activité et de conciliabule. L'idée de formaliser un cadre de concertation commence même pas à germer. À quelle fin? Eh bien, la question sera posée à mes francs-parleurs de ce lundi. L'interactualité s'invite également dans nos discussions avec la présidentielle en Côte d'Ivoire qui approche à grands pas et la météo politique est davantage agitée. Pas de Laurent Gbagbo ni de Charles Blé Goudé, encore moins de Guillaume Soro sur la liste électorale. De fait, ils sont hors course. Le président du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam, lui, reçoit déjà les premiers coups. On vous fait un point de la situation sur les bords de la lagune ébriée. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali se retirent de l'Organisation internationale de la francophonie. Certes, d'un point de vue procédural, cela sera acté dans 6 mois après s'être réunis dans l'Alliance des États du Sahel. Quitter la CEDEAO, les 3 pays claquent la porte d'une autre organisation. On s'y intéresse avec autour de la table Dr Patrick Henou, politologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est moi. En face de vous, Lukman Tidjani, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux amis téléspectateurs. C'est un plaisir également de vous avoir sur le plateau de 5 sur 7 matin pour commenter l'actualité nationale et internationale en compagnie de nos téléspectateurs. Alors, docteur Patrick Henou, vous avez suivi ces dernières semaines, il y a eu un regain d'activité quand même des anciens présidents et des présidents d'institutions notamment. On a vu le président Boni Aïe aller voir un certain nombre de personnes. On a vu le président Nicéphore Soglo, après la sortie de son ouvrage, accorder une interview à RFI. Avant lui, le président Oumbédi a fait une sortie médiatique qui a suscité le tollé, enfin, on va dire dans l'opinion. Qu'est-ce qui explique ce regain d'activité des anciens présidents et présidents d'institutions, à votre avis? Merci. Il y a 2 choses. La première, c'est que l'animation de la vie démocratique demande que chacun des acteurs essaye de se rendre utile pour contribuer au débat national. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous avançons à grands pas vers les élections générales. Et ces anciens présidents d'institutions ont éprouvé le besoin
ont éprouvé le besoin donc de se réunir pour pouvoir se prononcer sur un certain nombre de questions et se rendre aussi utile, en tout cas lorsque l'on s'en tient à l'esprit donc de leur regroupement. On peut dire simplement que à l'approche des élections, ces présidents d'institutions veulent montrer qu'ils sont encore utiles à la nation. Et vous savez très bien que les élections qui s'approchent, déjà avec les polémiques qui ont été soulevées ça et là, notamment en ce qui concerne le code électoral et bien d'autres questions, je pense pour ma part que ces présidents d'institutions veulent aussi avoir leur mot à dire dans le débat national. Et c'est ce qui explique, selon moi, cet élan, cette marche vers une concrétisation donc, de ce creuset qui leur permettrait vraiment de peser dans une certaine mesure. Je ne dirais pas qu'ils pèseront lourd, mais ils donneront de la voix à des moments donnés, ils se prononceront, ils feront des démarches et je pense que c'est ce qui caractérise, n'est-ce pas, leur volonté de se mettre sur, je vais dire, dans l'arène politique. Alors, Luc Bontidjani, il y a quand même eu déjà le cadre de concertation des anciens présidents de la République qui a été, enfin, qui est en train d'être formalisé et tout le reste. Est-ce qu'on a besoin, on va dire, de formaliser un autre creuset des anciens présidents et présidents élargi cette fois-ci aux anciens présidents d'institutions? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de folklorisation? Je voudrais d'abord dire que, oui, vous avez, le docteur, évoqué deux raisons. Je suis tenté de dire qu'au-delà du besoin d'être utile, je parle peut-être du besoin d'exister. Besoin d'exister parce que je suis d'accord qu'on est dans un contexte politique où on avance à grands pas au niveau des élections et qu'il est important pour certaines personnes de s'afficher, d'avoir encore les projecteurs sur eux, pas forcément pour être utile, pas forcément pour porter une analyse ou une contribution objective, mais voir les projecteurs braqués sur eux pour montrer qu'ils existent encore. Surtout lorsqu'on voit le regain d'activité au niveau des partis de la mouvance, lorsqu'on voit le bilan aujourd'hui et le jeu du chef de l'État, il est important pour certains acteurs politiques de s'afficher, de montrer qu'ils existent pour pouvoir dire leur mot dans le débat, un mot qui, selon la perception là où on se trouve, pourrait être audible ou non. Pour revenir à votre question de l'existence d'un cas de concertation des anciens présidents, vous aurez remarqué que c'est un projet qui, au fil des régimes, semble être tout le temps des projets morts-nés. Des projets morts-nés simplement parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent dans cette dynamique qui ne permettent pas à ces projets d'être viables. Dans le contexte actuel, qui vous souviennent, en 2022, le président Patrice Talon, et même en 2023, a réagité cette idée d'avoir un cas de concertation des anciens présidents de la République. Cela n'a pas fait chemin, sûrement parce que lorsque vous observez un peu le contexte politique, au lendemain de cette action, on a retrouvé un ancien président de la République se repositionner en position de chef de parti politique. Neutralité inexistante dans ce cadre-là. On a vu un autre ancien chef de parti politique, un ancien chef de la République se retrouver en griffe dans des discours, dans un activisme politique sans être chef de parti politique, qui à un moment donné pesait sur l'impartialité, la neutralité de ces deux anciens chefs de l'État. Alors que pour avoir un cas de concertation d'anciens chefs d'anciens présidents de la République, le rôle devait être un rôle d'orientation, un rôle de sagesse. Et pour avoir la sagesse, pour avoir l'orientation, il faut forcément faire preuve d'impartialité, de neutralité. Malheureusement, les deux anciens chefs d'État n'ont pas fait preuve d'impartialité, de neutralité dans l'affaire politique et même dans l'affaire sociale ces 2 dernières années, ce qui sûrement a fait en sorte que ce projet de cas de concertation d'anciens chefs d'État est mort-né. Maintenant, lorsqu'on parle de creuset de concertation d'anciens présidents d'institutions, vous avez utilisé le mot, c'est de la folklorisation, parce que j'ai tendance à voir que nous serons en présence d'un panier à crabes dans lequel vous pensez que c'est un panier à crabes? Oui, c'est un panier à crabes parce que lorsqu'on parle d'institutions, nous avons plusieurs institutions. Aujourd'hui, il va devoir alors clarifier de quelle institution on parle.
sinon nous rentrerons dans un panier à crabe. Aujourd'hui, vous avez des anciens présidents d'institutions qui sont membres de partis politiques, qui sont chefs de partis politiques aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Donc lorsque tout le monde va se retrouver dans ça, la concertation, jusqu'à quel niveau la responsabilité va prendre le dessus sur les intrigues politiques, parce que ne nous leurrons pas, nous sommes dans un contexte politique. On n'est pas dans un contexte purement non partisan, on est dans un contexte politique. Et quand vous voyez déjà le timing, on a parlé du timing la veille des élections, vous voyez les propos qui ont été tenus par un certain nombre d'acteurs qui pourraient animer ce cadre de concertation ces dernières semaines, ces derniers mois. On se dit où est-ce qu'on va se retrouver, qui sont ceux qui vont animer ces cadres de concertation, jusqu'à quel niveau ces acteurs qui seront au niveau de ces cadres de concertation ont de la matière grise pour faire preuve de sagesse, pour orienter, pour accompagner, pour proposer ou à un moment donné apaiser les populations. Parce que ce dont nous avons besoin aussi au niveau de nos populations, c'est d'avoir des repères, d'avoir des voix qui viennent nous apaiser lorsque nous avons des tumultudes, lorsque nous avons des situations intrigantes. Aujourd'hui, je ne vois pas aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans une crise de repères, nous sommes dans une crise de recherche de ces valeurs-là. Alors, lorsqu'on analyse à peu près l'identité des personnes, on va dire des personnalités, je préfère pas dire personnalités, des personnalités qui sont actuellement en train, on va dire, de regagner en activité, c'est quand même pas des moindres. Boni Yayi, Adrien Ngouedji, Bruno Amonsou, ce sont quand même, Nicéphore Soglo, ce sont quand même des noms qui ont un certain retentissement dans l'univers politique de notre pays. Oui, je ne voudrais pas faire l'affront, n'est-ce pas, à ces personnalités qui se retrouvent dans ce creuset pour déjà juger de ce que demain sera. Je voudrais observer a posteriori, c'est-à-dire à partir des actes que ces personnalités vont poser. Ces actes-là me donneront des raisons de faire une analyse approfondie pour voir si ce qui a été annoncé est suivi des faits. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas... On a pris l'habitude d'enterrer les anciens très tôt. Si vous prenez chacune des personnalités qui se retrouvent dans ce creuset, elles ont toute une histoire politique. Vous prenez Adrien Ngouedji, c'est une mine d'informations. Si vous prenez Nicéphore Soglo, Boni Yayi, en tout cas, c'est des acteurs qui ont eu à gérer d'une façon ou d'une autre les affaires publiques. À partir de cet instant, ils se sont retrouvés à un moment donné hors course, entre griffes, mais veulent toujours, vous savez, chasser le naturel. Il revient au galop. Et donc, ces personnalités ne veulent pas se faire conter l'histoire, puisque l'histoire béninoise est toujours en train d'être rédigée. Et donc, tant qu'elles auront encore le souffle, je pense pour ma part qu'elles essayeront donc de dire leurs mots dans l'arène sociale et politique. Et c'est ce que nous essayons de constater. Alors, Luc Mantidiani, dernièrement, le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé une interview au magazine Jeune Afrique. On lui a demandé son avis sur les propos de Maître Adrien Ngouedji, ou que Maître Adrien Ngouedji a tenu dernièrement à son égard, ou à l'égard, on va dire, de la gouvernance du chef de l'État. Il a juste répondu, c'est un leurre. Quand il a été relancé, juste ça, il a dit oui, qu'il n'en dira pas plus. Et c'est-à-dire que ça traduit clairement, on va dire, d'une façon ou d'une autre déjà, la posture du chef de l'État vis-à-vis de ce regroupement annoncé. Non, je pense que le chef de l'État est resté fidèle à ce qu'on lui fait. C'est un monsieur qui parle peu. C'est un monsieur qui ne cherche pas forcément à titiller les aînés, à titiller ceux qui, à un moment donné, sont des partenaires politiques à lui. Les propos du président Adrien Ngouedji ont été largement commentés par les acteurs politiques de la mouvance ou de l'opposition. Et le chef de l'État, en se mettant au-dessus de ces commentaires, au-dessus de ces critiques-là, se retrouve dans la posture de dire il n'hésiterait pas à un moment donné, s'il doit encore prendre des conseils, s'il doit encore recourir au président Adrien Ngouedji, à d'autres personnalités, anciens présidents, ou d'autres personnalités du monde scientifique, du monde religieux, il n'hésiterait pas à le faire. Venir dans sa posture, commenter ou apporter une appréciation sur ses propos pourrait fermer la porte. Mais en disant c'est un leurre, c'est un avis. Oui, c'est un jugement. C'est un jugement que je trouve
plus ou moins modéré. Il aurait pu offrir 3 minutes d'entretien transcrit sur plusieurs lignes pour donner son appréciation. Mais il a juste jeté cette petite phrase-là, quitte à ce que les gens puissent l'apprécier d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai parlé tout à l'heure d'envie d'exister. L'envie d'exister, aujourd'hui, pour moi, pour moi, c'est que si ces personnalités ou ces acteurs politiques veulent exister, il y a les cadres formels pour exister, c'est les partis politiques. Vous avez Boni Yayi qui est chef de parti politique, vous avez des anciens présidents de l'Assemblée nationale qui sont dans des partis politiques, c'est des cadres formels pour eux pour exister. Chercher à créer un autre cadre aujourd'hui qui a fait perdre du temps à certains acteurs parce que pour venir dans ce cadre-là, c'est du temps qu'on utilise. La question du fonctionnement du cadre va se poser après. La question de leadership ou d'ancrage institutionnel, même si c'est un cadre qui n'aura pas forcément un ancrage institutionnel. Mais aujourd'hui, je vois des gens qui commencent déjà par parler de la constitutionnalisation d'un cadre de concertation d'anciens présidents, des gens qui parlent déjà de mesures législatives pour accompagner des anciens présidents d'institutions dans leur vie sociale au-delà du pouvoir. Je pense que essayons d'apprendre et de voir ce qui se fait ailleurs. Il n'est pas exclu que le chef de l'État, lorsqu'il a besoin d'avoir des conseils, aille vers des anciens chefs d'État, vers des anciens présidents d'institutions, ou qui leur demandent de venir discuter avec eux. On l'a vu en France, Macron a rencontré Hollande, Macron a rencontré d'anciens présidents. Et d'ailleurs, Hollande est retourné à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça se fait aujourd'hui aussi. Le président Boni Yayi n'a pas manqué à aller vers les anciens chefs d'État, vers l'ancien président d'institution. Je pense que le contexte aujourd'hui, le cadre que nous avons aujourd'hui, d'échange où le chef de l'État où les acteurs politiques peuvent se rendre visite de façon informelle pour aller échanger. Je pense que cela est déjà suffisant. Parce que lorsqu'on va vers un cadre vraiment formalisé, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de problèmes à régler que de solutions. Je ne suis pas forcément de cet avis. Je voudrais vous dire que je suis un démocrate. Allez-y. Et je suis un démocrate. J'enseigne la démocratie. Les principes démocratiques. Vous savez, les initiatives, si elles sont prises, il faut les laisser vraiment s'épanouir. Et je pense pour ma part que l'idée de se réunir n'est qu'une idée. Et elle doit faire son chemin, peut-être avant de revenir à celle ou à ceux qui l'ont lancée. Vous voyez? Donc moi je pense pour ma part il ne faut pas prophétiser vraiment, il ne faut pas rester dans une logique vraiment de diabolisation. Pour prononcer son requiem. Pour déjà juger du lendemain, donc des actions, n'est-ce pas, et de ce regroupement. Moi, j'aurais aimé, il peut y avoir des échecs, il n'y a pas de problème. Si vous n'essayez pas quelque chose, vous ne pouvez pas vous donner des raisons de croire, je vais dire, au succès que vous aurez peut-être engagé ça et là. Donc moi, je pense pour ma part qu'il faut laisser l'expérience se poursuivre. Elle peut être bonne, elle peut être moins bonne, on aura réussi à capitaliser quelque chose, ne serait-ce qu'en termes d'analyse. Et cela servira de leçon aux générations futures. Parce que justement, vous savez, les questions que soulève cette préoccupation liée à la formalisation d'un creuset, ces questions-là peuvent être analysées sous le regard, n'est-ce pas, des conflits de génération, en quelque sorte. Les vieux qui ont fini certainement d'agir, donc ils n'ont qu'à se caser. Nous, les jeunes, nous allons nous positionner. Non, vous savez, ce débat-là, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Lorsque vous lisez très bien Mide, qui parle de fossé de génération, donc vous aurez compris. Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, le Togolais avec le Français, je veux dire Jean-François Bayard, et Komi Toulabo, c'est un Togolais qui ont travaillé, n'est-ce pas, sur les aînés et les cadets sociaux, voire même politiques. Vous aurez compris tous les clivages qu'il y a et qui sont soulevés. Donc moi, je pense pour ma part qu'il faut prendre de la hauteur et laisser vraiment les initiatives se prendre, surtout que nous avons fait l'option
d'évoluer, n'est-ce pas, en démocratie. Très bien. C'est ces initiatives qui se prennent nous perdent du temps parce qu'on a d'autres enjeux. On a d'autres enjeux beaucoup plus cruciaux. Non, il vaut mieux perdre le temps pour espérer en gagner. Nous avons d'autres enjeux plus cruciaux sur lesquels nous pensons qu'il faut mieux rassembler les populations, sur lesquelles il faut débattre, plutôt que de rester tout le temps dans des cadres. On a vu par le passé ces mêmes personnes, peut-être parce que pendant qu'ils étaient dans l'activisme politique, se mettre ensemble, on sait ce que c'est. Je pense qu'il ne faut pas étouffer les initiatives. On ne l'étouffe pas, Allez, ça ne reste que des avis sur ce plateau. On n'a pas de pouvoir décisionnel. Allez, messieurs, on va ouvrir le chapitre international de cette émission et on va inviter Morgan Assoba Mentondi qui va se joindre à nous pour la suite de cette émission. Bien sûr, on va parler de la Côte d'Ivoire. Venez avec moi, monsieur Mentondi. On va parler de la Côte d'Ivoire. Il y a des tractations pour la présidentielle d'octobre 2025. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Le président Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas encore clairement prononcé sur, on va dire, une probable candidature, une candidature à sa propre succession, mais de l'avis, on va le dire, de ses partisans, il sera sans doute investi en mai prochain. Lui-même, au mois de janvier dernier, avait déjà dit qu'il voudrait bien continuer par servir son pays. De l'autre côté, on a les barons de la politique ivoirienne, qui caciques, comme on les appelle, qui sont toujours présents. Pascal Affe-N'Guesson, Simone Yves Gbagbo, qui, voilà, eux ont leur nom sur la liste électorale pendant ce temps. Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Et puis, bien évidemment, on va le dire ainsi, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Et le troisième qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est bien sûr Laurent Gbagbo. Morgan Assoba Mentondi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très positif. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Comment est-ce que vous analysez les dynamiques actuelles en cours en Côte d'Ivoire, notamment avec la publication de la liste électorale provisoire? Et ces trois noms qui sont absents et qui font grand bruit dans l'opinion. Oui, il faut dire que ce sont des dynamiques auxquelles on semble être maintenant habitué dans la sous-région, mais ce ne sont pas des dynamiques forcément encouragées lorsqu'on est à la recherche des élections inclusives, transparentes, qui soient facilement acceptées par les populations et tout ce qui est disons, la sphère politique. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons effectivement avec des poids lourds qui ont naturellement des capitaux politiques très importants qui risquent de ne pas se retrouver. C'est un risque parce que ce n'est pas encore totalement confirmé. Il y a de la matière. La liste qui a été publiée n'est qu'une liste provisoire. Ce n'est pas une liste définitive. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises de part et d'autre pour amener les dirigeants politiques à revoir leur position par rapport à des décisions juridiques qui empêchent naturellement certains de se retrouver sur cette liste, à savoir Charles Blé Goudé, qui n'a pas manqué de lancer un appel aux autorités ivoiriennes, Laurent Gbagbo, qui personnellement ne dit rien, mais qui a un parti politique très actif qui fait tout ce qui fait tout ce qui est possible pour que la décision soit prise. Donc je pense qu'on est là dans une situation assez délicate. Il y a de l'incandescence dans l'air, mais c'est pas encore une situation qui est définitive et on peut l'éviter. Alors Patrick, nous on sait que les trois personnalités qui sont radiées, on va le dire ici, de la liste électorale sont sous le coup de condamnation. Ils sont sous le coup d'une condamnation. Certes, ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale, mais à l'interne, il y a toujours des sanctions pénales qui pèsent contre eux, forcément, logiquement, notamment Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont écartés, et Guillaume Soro, lui, qui a été condamné depuis 2020 à plusieurs années d'emprisonnement pour atteinte à la sûreté et la tentative de coup d'État. Merci pour la question. Vous aurez compris vous-même que en Côte d'Ivoire, on est dans une logique d'accaparement du pouvoir. Vous pensez? Ah oui, c'est une logique d'accaparement du pouvoir. Et les élections qui auront lieu en octobre prochain, ces élections-là, comme on le voit déjà, à travers les signes avant-coureurs, ces élections ne seront pas régulières.
libre, c'est sentencieux et transparent et sincère. C'est sentencieux, c'est à dire. Non, parce que il n'y a pas de, on va dire, on ne peut pas prédire de ce qui sera. Non, dans le cas actuel, on voit un chef d'État, Alassane Ouattara, qui lui-même est candidat. Il ne l'est pas encore. En tout cas, il sera candidat. Il déblaye. Il est probable qu'il soit candidat. En tout cas, il est en train de déblayer le terrain, d'enlever, n'est-ce pas, de son environnement immédiat tous ceux-là qui peuvent gêner. Et vous aurez compris, Laurent Gbagbo aujourd'hui, à son retour, il constitue quand même un poids politique en Côte d'Ivoire. Blé Goudé a essayé de ratisser dans une certaine mesure, de ratisser aussi large, quand bien même on sait qu'il n'a pas la poigne de Laurent Gbagbo. Et vous avez Soro, tout le monde sait les conditions dans lesquelles il a été chassé pratiquement de la Côte d'Ivoire. Et donc, vous voyez très bien qu'on est face à un opposant qui ne fait pas tout le poids. Parce qu'on sait très bien que si on maintient Gbagbo dans la course, on sera égratigné politiquement. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous enseignez la démocratie à l'université, obéissance à la règle, concept prescrite et liberté. C'est ce qu'enseigne également la démocratie. Et selon les règles ivoiriennes, lorsque vous êtes sous le coup d'une suspension pénale, d'une sanction pénale, vous ne pouvez pas candidater. Sauf que, vous savez, en démocratie, c'est aussi le lieu donc de dialoguer et de chercher un consensus. Aujourd'hui, vous savez que face à la gouvernance et face à l'histoire même de la Côte d'Ivoire, il est de bon ton que les filles et fils de la Côte d'Ivoire s'asseyent pour trouver une espèce de go-between qui pourrait leur permettre d'avoir un modus vivendi pour pouvoir continuer à décider et à gérer le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les deux personnalités que vous avez évoquées, dont les noms ont été cités ici, Gbagbo et Blé Goudé, tout le monde sait que ces deux personnalités ont été quasiment blanchies à la Cour pénale internationale. Et acquittées. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, si ce ne sont pas des intrigues politiques? On parle, il y a quand même ce qu'on a appelé l'affaire de casse de la BCAO, voilà, dans laquelle, Ouattara lui-même, tout le monde sait les conditions dans lesquelles il a pris, le président Ouattara, on sait les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, les langues se sont déliées. On a évoqué plusieurs éléments. À l'international aussi. Et donc, il n'est pas celui-là qu'on peut vraiment considéré comme étant tombé du ciel. D'accord, très bien. Alors, ça le mérite, Lukman Tidjani, de vous faire marrer. Mais également, il y a le président du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam, qui est entré dans la course fonctionnaire internationale, qui a fait sa carrière dans la finance, grand financier d'affaires ou banquier d'affaires si on le veut, mais il est plus resté dans les assurances. Aujourd'hui, il ambitionne être président de la République et il reçoit déjà les premiers coups. C'est clairement le champ politique. Oui, c'est la guerre politique. Espérons que cette guerre politique soit une guerre d'idées et qu'elle soit vraiment pacifique. Déjà Thiam reçoit déjà le premier coup sur la question de sa nationalité. On lui rappelle ses origines sénégalaises. Après, on lui oppose sa nationalité française qu'il a acquis depuis 1987. À laquelle il a renoncé. Et pour, le processus est en cours. Oui, non, il a renoncé, c'est formel. Il a aujourd'hui son nom. Il a aujourd'hui son nom sur la liste électorale. Le président Ouattara lui fait même, de ce qu'on attend, lui fait déjà le procès d'avoir été trahi. Parce que Thiam lui disait, lui aurait confié qu'une fois qu'il aurait eu la nationalité ivoirienne, c'était vraiment pour soutenir le président Ouattara pour les élections. Mais aujourd'hui, on voit Thiam qui ne se réclame plus banquier. Ça, c'est aussi les trucs politiques. Il se réclame aujourd'hui ingénieur, parce qu'il le dit, il est ingénieur. Aujourd'hui, on le voit dans la danse et qui semble aujourd'hui être à la tête d'une coalition de partis de l'opposition. J'ai suivi Charles Blé Goudé la fois dernière, on lui demandait est-ce que son parti pourrait être en mesure de soutenir Thiam ou d'aller vers une candidature unique au niveau de l'opposition. C'est vrai qu'il a dit que la question n'est pas d'actualité, mais on n'est pas loin de voir un processus électoral, une élection à laquelle vous aurez Alassane Ouattara
Thiam et puis quelques autres acteurs politiques. Thiam non plus n'a pas encore été validé au sein du PPACI. Non, aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'intérieur du parti... Du PDCI-RDA, pardon. À l'intérieur du parti, il reçoit des coups. Mais quand vous voyez la dynamique dans laquelle il est aujourd'hui, il se sauve ce cataclysme. Il va falloir déjà passer l'étape Billon, puisqu'il y a Billon, qui est l'ancien ministre du Commerce, qui est également candidat à la primaire. Ouais, vous savez, les jeux politiques donnent non seulement à l'intérieur des partis politiques, suivez bien mon regard, ça a été fait aussi ici, se joue aussi sur la base du niveau de conciliabule que vous êtes en mesure de faire, de concession que vous êtes en mesure de faire face à votre adversaire, mais aussi face aux acteurs de votre parti politique. La guerre va se faire au niveau du parti, mais je pressens que Thiam pourrait être le candidat, le candidat qui serait porté par une grande frange de l'opposition. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément porter tous les coups au président Alassane Ouattara. Il vous dirait qu'il a déjà fait mention honorable en acceptant que Laurent Gbagbo et Blé Boudé reviennent en Côte d'Ivoire, qu'ils circulent, qu'ils soient libres de leur liberté, parce qu'ils sont sous le coup d'une condamnation. Ils auraient été mis en prison et on aurait eu une autre situation. Aujourd'hui, ils sont libres de leur liberté. Le président, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont eu le temps d'échanger, de discuter. Il y a eu cet espace d'échange, de discussion entre eux. Le discours qui est prôné par Blé Boudé depuis un certain nombre de mois, c'est un discours d'appel à la paix. C'est un discours de réconciliation beaucoup plus avancé. Et je pense qu'il est important qu'au niveau de la population, les gens puissent saisir ces messages-là. Mais ce qu'on attend aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Moi, personnellement, je n'attends pas beaucoup du président Alassane Dramane Ouattara, mais j'attends beaucoup plus de ses partisans, de ces porteurs de parole, des militants ou des acteurs politiques qui soutiennent le président Alassane Ouattara, parce que le jeu va se jouer dans le discours politique. Ça va se jouer dans les postures que l'on prend pour pouvoir apaiser la population, pour pouvoir justifier un certain nombre de choses. Malheureusement, nous ne souhaitons pas que cette liste aujourd'hui provisoire soit totalement définitive en l'état. On est tous des démocrates, on veut que ça soit inclusif et que Laurent Gbagbo, Charles Blé Boudé puisse se retrouver sur la liste électorale, que Guillaume Soro, s'il a la possibilité de revenir dans son pays, se retrouve sur la liste électorale, participe au débat politique, et que ça soit un débat qui s'active sur des questions essentielles des populations. Il ne faut pas qu'on revienne sur des questions de personnes, qui a fait quoi, qui a alimenté la rébellion, qui a fait quoi. Mais que le peuple ivoirien ait vraiment des perspectives d'alternance et une vision pour l'avenir. Très bien. Alors, monsieur, on en vient à présent, oui, on en vient malheureusement à présent au dernier sujet en débat. Il y a encore un dernier sujet avec le Niger. Si vous permettez juste un mot. Oui, vous savez, l'élection en Côte d'Ivoire doit pouvoir être libre. Et la liberté d'une élection suppose que les citoyens électeurs, comme pour reprendre l'expression de Dampnier, aillent voter, n'est-ce pas? Ça, c'est la première option. Mais la deuxième, il faut que ceux qui veulent se déclarer candidats ne soient pas empêchés sciemment. Et je crois que c'est ce volet-là qui nous intéresse actuellement. Faire en sorte que ceux qui sont désignés, toisés et doigtés pour ne pas participer, leur permettre vraiment de rester dans la course. Le plus important, c'est de donner l'occasion, n'est-ce pas, aux citoyens électeurs de départager. Si Ouattara sait qu'il a bien agi, il laisse les gens concourir et le peuple, qui est le seul juge, permettra, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à la communauté internationale de savoir qui peut gagner, qui ne peut pas gagner cette élection. La solution aujourd'hui, c'est la grâce présidentielle, je pense, parce qu'aujourd'hui... La grâce, l'amnistie. La solution aujourd'hui, c'est l'amnistie. La grâce n'efface pas la peine. La solution aujourd'hui, c'est l'amnistie. Donc, c'est un appel qu'il faut faire. Ça ne peut pas être une revendication d'autres... Manu Militari. C'est un appel qu'il faut faire. Appeler davantage au sens... de responsabilité au sens patriotique du président Alassane Ouattara. C'est pour ça que je dis que cela dépend aussi de ses militants, de ceux qui l'accompagnent, ceux qui portent son langage, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'être davantage unis. Ils sont aussi dans une dynamique de développement pour laquelle il faut que tous les fils viennent, que tout le monde puisse participer. J'espère que Laurent Gbagbo ou Blé Boudé ou Guillaume Soro se retrouveront sur la liste électorale. Alors, monsieur, il faut bien qu'on parle du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui ont tous les trois claqué la porte de l'Organisation internationale de la francophonie.
Alors, mon cher Morgan Assogwa, mettons dit, on avait presque l'impression quand on a appris que le Niger voulait partir, que les autres allaient suivre systématiquement, parce que la plupart du temps, c'est un mouvement d'ensemble. Et on a été servi, on n'a pas été surpris. Oui, et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans la dynamique géopolitique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou sur la scène internationale. Il y a un processus de construction et de déconstruction qui est en cours, où toutes les cartes sont redéfinies et qu'il va falloir se positionner. Mais ce qu'on peut se demander, ou ce sur quoi on devrait s'inquiéter, c'est la capacité des acteurs de ces pays à pouvoir remplacer l'apport, parce que qu'on le veuille ou non, la francophonie en tant qu'institution ou toute autre organisation internationale. La francophonie politique. Politique, oui. Ils ont des apports financiers ou bien de coopération qui touchent d'une façon directe ou indirecte les populations. Et c'est la capacité de ces leaders, que ce soit le Niger, le Mali ou le Burkina, à pouvoir substituer qui est aujourd'hui nécessaire. S'ils arrivent à le faire, je pense que ce sont des choix de souverains et que si la politique permet de renforcer les conditions de vie des populations et de permettre à ces pays d'atteindre un niveau de développement souhaité, il n'y a pas à redire. C'est une logique compréhensible et on verra bien ce que cela portera comme des fruits. Alors, docteur Patrick Nguyen, on sait que le Niger est un pays membre fondateur de la francophonie avec le président Amadi Diori en 1970. Qu'on en soit, on va le dire ainsi, plusieurs années plus tard, 45 ans pour être plus précis plus tard, que le Niger décide de se retirer de la francophonie. Pardon? 45, non, 55. 55 ans plus tard, 55 ans plus tard, que le Niger décide de sortir de cette organisation. Qu'est-ce que cela vous fait cela vous inspire comme réflexion? Il faut dire que, effectivement, lorsqu'on a contribué à créer une organisation et qu'après tant d'années, on décide de partir, cela laisse un goût d'inachevé. Sauf que dans le cas d'espèce, on est face à des acteurs qui ont une logique donnée ou des logiques. Et vous savez, ces pays-là se sont retirés de la CEDEAO déjà. Et donc, je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Le choix est peut-être difficile à faire, mais c'est tout à fait logique pour ces États vraiment de faire dos, n'est-ce pas, à la francophonie. Et ailleurs, je pense qu'il y a des discours qui sont enregistrés qui veulent même que certains pays francophones abandonnent carrément le français et commencent à parler l'anglais et autres. Et donc, vous avez entendu dans l'espace public, je vais dire, la désapprobation, n'est-ce pas, qui est née du discours de ces présidents, je vais dire le Nigérien, le Malien, etc., qui se retrouvent dans le Creuset, et donc la Fédération des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel. Oui, bon, donc vous voyez très bien que ces États-là répondent à la logique vraiment de des partis, n'est-ce pas, des puissances étrangères comme la France, les États-Unis, et l'un des motifs que l'on retrouve dans le communiqué, c'est que la francophonie n'a pas réussi à consolider la souveraineté de ces États-là. Et encore moins, n'a pas réussi à leur permettre de se mettre sur la voie du développement. À partir de cet instant, ils ont estimé qu'il faut vraiment s'en débarrasser. Et je pense qu'on ne peut pas, c'est vrai, on ne peut pas leur faire tout de suite le procès, ils sont restés logiques, seulement que on peut se poser la question de savoir s'ils réussiront vraiment la bataille qu'ils se sont lancés et le challenge qu'ils se sont donnés. Mais l'histoire retiendra que c'est des États qui sont restés logiques. Maintenant, ils ont certainement analysé le pour et le contre de leurs actions et prendront des dispositions pour combler le vide créé par les apports et soutiens provenant donc de la francophonie. Et vous savez très bien que du point de vue culturel et technologique et autres, la France, par le biais donc de la francophonie, appuie ces États-là. Et donc, si aujourd'hui le Niger, le Mali et le Burkina Faso décident vraiment de se retirer, certainement parce qu'ils ont fait le point et ont estimé qu'il peut vraiment se passer
de l'aide provenant de l'espace de la francophonie. D'accord. Alors, Lukman Tidjani, aujourd'hui, on sait, hein, c'est factuel, c'est acté. Ces pays-là sont déjà sortis de la CEDEAO. On sait que ces pays-là ont un grief vis-à-vis de la France. Est-ce que c'est justement ce grief porté contre la France, patrie, qui les conduit aujourd'hui à se retirer de la CEDEAO? Oui, c'est sans détour, c'est vraiment ce grief-là, parce que le discours anti-français en réponse peut-être à la posture de la France qui ne favoriserait pas la souveraineté ou le développement de ces pays, le discours est connu de tous, le discours est même propagé dans la population et on comprend même, il faut même dire que même dans l'une des raisons de leur départ de la CEDEAO, d'une manière ou d'une autre, pointait déjà la France. Ils avaient parlé même déjà d'une CEDEAO qui était caporalisée par des alliés ou par des chefs d'État qui sont à la sorte de la France. Donc le discours pointait déjà du doigt à la France et cela se justifie qu'ils se retirent aujourd'hui de la francophonie. Moi, le problème que j'ai, c'est la géopolitique. Je vois aujourd'hui, pendant que sous d'autres cieux, il y a des blocs qui se positionnent, il y a un jeu de blocs qui se joue au niveau des États-Unis, au niveau de la Russie, au niveau de l'Union européenne. La Chine qui est plus ou moins timide, et on voit aujourd'hui les pays du Moyen-Orient, le Qatar, qui s'invite déjà dans des médiations de conflits en Afrique. Il est important pour les plus faibles de se mettre ensemble et de savoir comment est-ce qu'il faut davantage défendre leurs intérêts. Mais aujourd'hui, on est en train de se disloquer. Il y a une crise de multilatéralisme. Oui, on est en train de se disloquer. Vous voyez déjà au niveau de l'Afrique centrale, ça commence déjà au niveau de l'Afrique de l'Est. Le Rwanda et le Kenya et l'Ouganda commencent par se disloquer, commencent déjà par avoir des divergences. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la zone ouest africaine, on a 3 pays qui se retirent de ce qui, pendant longtemps, constituait le plus grand bloc, le bloc le plus viable sous-régional sur le continent. Aujourd'hui, on se disloque. L'organisation de la francophonie, les pays décident de se retirer en toute souveraineté. Mais je pense que le parcours va être très, très difficile. On espère. Je ne veux pas être péremptoire cette fois-ci. J'espère qu'ils pourront trouver Merci beaucoup à vous, messieurs. Pour leur viabilité. Merci beaucoup à vous, Lukman Tidjani. Merci, Morgane. Merci également, Dr Hénon. Malheureusement, le temps est terminé. Malheureusement, complètement terminé. Il y a une dernière rubrique à tenir, la revue de presse de Marcel Arrossi. Messieurs, merci beaucoup. On aura d'autres tribunes pour continuer à porter la réflexion. Morgane, je peux vous en faire donc la promesse. Si vous le souhaitez, vous serez avec nous lundi prochain déjà pour une page internationale. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin, le dernier rendez-vous avec Marcel Arrossi pour boucler la boucle. « 5 sur 7 matin, la revue de presse de Marcel Arrossi. Marcel, pourrait-on envisager un rapprochement inédit entre Talon et Boni Yayi pour 2026. Eh bien, Herman, l'histoire politique du Bénin nous a déjà démontré que les alliances inattendues ne sont pas une nouveauté ici au Bénin. Gaskiani Info rappelle l'exemple de maître Adrien Mbedi, condamné à mort sous Mathieu Kérékou avant de contribuer à son retour au pouvoir en 1996. De même, Talon et Yayi ont d'abord été alliés en 2006 avant que leur relation ne vire au bras de fer, mais les lignes peuvent bouger et la politique béninoise n'a jamais été figée. Une déclaration du président Patrice Talon dans une interview accordée à Jeune Afrique relance les spéculations sur une possible alliance entre lui et son ancien rival Boni Yayi. Gaskiani Info s'intéresse à cette hypothèse qui, il y a encore quelques années, aurait paru totalement improbable. Les propos qui interrogent sont ceux-ci. Je n'ai aucun problème personnel avec l'ancien président Boni Yayi et je ne pense pas qu'il en ait avec moi de nature à ce qu'il veuille se venger. Peut-être nous nous retrouverons autour du même choix. Qui sait? Ces mots de Patrice Talon, rapportés par Gaskiani Info, sont lourds de sens. Ils laissent planer l'éventualité d'un rapprochement entre les deux hommes pour la prochaine présidentielle. Pourquoi une telle alliance serait-elle envisageable aujourd'hui? Nous posons la question. Gaskiani Info identifie plusieurs facteurs. La fin de mandat de Patrice Talon. Il a affirmé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Il a donc intérêt à assurer une transition maîtrisée et à sécuriser son héritage politique, estime le journal. Et Boni Yayi, leader de l'opposition, sait que la présidentielle à venir sera cruciale pour son camp face à un régime bien en place. Un compromis stratégique pourrait être une option pour lui. Et si
rapprochement il y a? Autour de quelle personnalité pourrait-il se construire? Gaskiani Info évoque la possibilité d'un candidat capable de rassurer les deux camps, un technocrate ayant travaillé peut-être sous les deux régimes ou une figure politique modérée. Pour Talon, l'objectif serait de garantir la continuité de ces réformes, tandis que Yahi chercherait à repositionner son parti dans l'échiquier politique. Si cette hypothèse semble prendre la forme, rien n'est encore joué. Comme le rappelle Gaskiani Info, la politique béninoise est imprévisible et les négociations en coulisses restent opaques. Une chose est certaine, la présidentielle à venir redéfinira le paysage politique du Bénin. Si Talon et Yahi parviennent à un terrain d'entente, ce serait un tournant historique. On en vient à ce vent nouveau qui souffle sur le scoutisme béninois. Le leader du jour revient sur l'investiture officielle de la commissaire générale Evelyne Ouinsavi et du président du comité national Expédie Bossa, une cérémonie marquante qui a eu lieu le samedi 22 mars 2025 à la mairie de Cotonou et qui annonce une dynamique de rigueur et d'engagement pour toute la jeunesse. Un engagement solennel, c'est à travers la formule sacrée du serment scout que les nouveaux responsables ont officialisé leur engagement. Le scoutisme béninois s'apprête donc à écrire une nouvelle page de son histoire. Reste à voir comment les ambitions se traduiront sur le terrain. Et puis on en parlait il y a un moment, Côte d'Ivoire, la présidentielle 2025 sous haute tension. Eh bien, la presse régionale revient largement sur les polémiques entourant la liste électorale provisoire publiée par la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Le quotidien Le Pays de Pur, le Burkina Faso, parle d'un climat de psychose générale préélectorale alimenté par l'exclusion de trois figures majeures de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Kigbafori Soro. Cette décision suscite de vives réactions. Certains y voient une tentative d'assassinat politique, alors que d'autres soulignent la légalité des condamnations qui les rendent inéligibles. De son côté, Wakatsera évoque une première bataille autour de la liste électorale, mettant en lumière les luttes d'influence en cours et les manœuvres politiques à l'approche du scrutin du 25 octobre 2025. Alassane Ouattara, lui, reste éligible, mais entretient le suspense sur sa candidature. Face à cette situation, l'opposition tente de s'organiser, notamment à travers la coalition pour l'alternance pacifique, CAP Côte d'Ivoire, qui regroupe 25 partis avec Simone Gbagbo en porte-parole. Mais la grande question demeure, assistera-t-on à une présidentielle apaisée ou à un nouveau cycle de tension, de violence? La Côte d'Ivoire semble une fois de plus à un tournant décisif de son histoire politique. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. Bien beau sourire. Voilà qui va mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin ce lundi 24 mars 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Wouton. Retrouvons-nous demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon lundi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.